Les amis, aujourd'hui je suis dans le Tarn et j'ai la chance de vous présenter la Guilde La Roque. Alors on ne sait pas si c'est un écolieu, si c'est une ferme, c'est eux qui en parleront le mieux. Alors je présente dans l'ordre Aurélien, Justin, Viviane, Victor, Théophile, Romain et Romain. Je me suis pas trompé. Non. Très bien. Cool. Est-ce que vous nous racontez un petit peu l'histoire de ce lieu? Où est-ce qu'on est? Pourquoi on est là? Qu'est-ce que vous faites? Ici, on est sur la commune de Peyregousse, donc juste au nord de Castres. C'est une ferme qu'on rachète avec Terre de Liens. C'est un projet qu'on a monté, ça fait 2 ans et quelques. Ouais, ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans qu'on travaille dessus. Du coup, on aura une brasserie sur place, un paysan boulanger et du maraîchage avec de l'arboriculture et des poules pondeuses. Ok, donc gros projet. Est-ce que Terre de Liens, tu peux un petit peu vulgariser qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Parce que c'est quand même une asso qui est géniale, quoi. C'est une association qui récolte des dons, enfin de l'argent notamment via des dons. Ils achètent des terres agricoles qui en général sont laissées parce que le propriétaire part à la retraite, souvent ça va être ce genre de configuration. Donc ils rachètent et après ils louent pour installer de jeunes agriculteurs sur ces terres. Et donc le fait qu'ils rachètent et qu'après ils louent à des nouveaux agriculteurs, ça permet aux nos agriculteurs, donc comme nous, d'avoir nettement moins d'argent à débourser sur l'investissement. Donc ça rend l'installation plus facile. Et après eux ils exigent pour les jeunes agriculteurs qui s'installent chez eux que ce soit des gens qui aient des pratiques qui soient bonnes pour l'environnement. Donc c'est bio, et puis après si on met en place des choses pour l'écologie, ils le soutiennent évidemment. Dans le Tarn, on est la 2e ferme à s'installer avec Terre de Liens. Donc voilà, et selon les départements, c'est plus ou moins développé. Du coup, il y a une partie foncier que vous avez récupéré avec Terre de Liens. Enfin, foncier, voilà, pour la première partie bâtiment, et puis la partie terre. Là, vous récupérez combien d'hectares de terre pour faire tout ça? Autour de 70 hectares, un peu plus, qui vont être répartis. Donc essentiellement, donc Romain, le paysan boulanger, qui va utiliser globalement la quasi-totalité. La brasserie qui va juste récupérer des bâtiments, ils n'ont pas besoin de terre. Et donc nous, les maraîchers, on va récupérer 3 hectares pour faire à la fois du maraîchage et des poules pondeuses en agroforesterie. Donc les maraîchers, c'est tous les 3. Voilà, on va lever la main. Voilà, tu fais quoi toi Théo? Alors, je suis couteau suisse. Exactement. J'avais envie de ne pas me lancer dans l'agriculture tout de suite, mais quand même de participer au projet, parce que l'idée d'installation fonds collectif, c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps. Ça doit faire 5 ans qu'on en discute avec Victor. Et donc j'avais envie de participer à la vie du collectif, de pouvoir donner des coups de main aux copains quand il y a des gros coups de bourre, pouvoir participer à la création d'événementiels sur le lieu. Et en même temps quand même d'avoir un pied à l'extérieur, donc de travailler dehors, notamment dans le milieu associatif, ce qui permet de faire un lien avec le reste du territoire assez facilement avec les autres acteurs. Ça permet d'avoir un réseau assez important. Et en plus, c'est vrai qu'économiquement, ça peut être aussi intéressant d'avoir une personne qui fait partie du collectif et qui a un salaire à apporter une stabilité économique. C'est intéressant ce que tu dis, justement, on peut rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes installé sous quel statut? Comment vous faites? Pour la partie purement des bâtiments, sur l'acquisition qui va s'achever, on est monté sur une SCI, donc tout à fait classiquement une société civile immobilière, dans laquelle de manière directe, chaque activité qui est sur le lieu est associée de la SCI. De telle manière qu'aujourd'hui, chaque fois que les activités vont se développer, rentrer de l'argent, elles vont payer un loyer elles-mêmes à la SCI pour rembourser les investissements. Et à la fin, quand les investissements sont remboursés, les loyers qui seront rentrés vont revenir dans la poche des sociétés au final. De manière à ce que chaque activité bénéficie du fruit de son travail. On a des investissements qui vont durer à peu près une dizaine d'années. C'est long et c'est pas long, en même temps ça va vite, ça va pas vite. Toujours est-il qu'on a réussi à trouver quelque chose, à mon sens, d'assez équilibré, qui permette d'assurer le développement des activités au démarrage en mobilisant tous les investissements sur le matériel, qui va permettre sur le long terme de rembourser les bâtiments et à terme bien évidemment de devenir complètement propriétaire des bâtiments et le cas échéant, s'ils veulent faire de nouveaux investissements, de ne pas être embêtés, puisque le lieu nous appartenant, on peut imaginer toutes sortes de transformations du lieu, toujours dans le cadre agricole bien évidemment, mais pour développer les activités. Par exemple, l'installation de panneaux solaires, d'autres moyens d'économie d'énergie qui pourraient exister, ou une nouvelle forme d'exploitation qui peut être des arbres ou des terres, mais ça, j'ai envie de dire, on laissera le temps faire et les partenaires qui veulent bien venir avec nous, le faire avec nous. Donc il y a une SCI qui détient, on va dire, donc la globalité du foncier, et en fait, chacune de vos activités, après, c'est une entreprise individuelle ou c'est un autre format d'entreprise? C'est ça. La SCI détient en propre les bâtiments. Et les terres, en fait, c'est chaque exploitation qui va les louer à Terre de Liens. Et chaque, ensuite, activité aura ses exploitations en France sous la forme de ARL dans les 2 cas. Les maraîchers vont monter une ARL pour pouvoir exploiter le maraîchage.
Et Romain montera une ARL tout seul pour exploiter 2 activités, la culture des céréales et du blé, et de l'autre côté, l'activité de boulangerie où il va pouvoir fabriquer et vendre son pain notamment. Et bien évidemment, en dernier lieu, la brasserie qu'on représente nous, qui est déjà montée depuis 4 ans maintenant, qui s'installe, qui est une SAS, complètement classique, pas du tout agricole, etc., mais qui va pouvoir bénéficier du travail des 2 autres activités pour pouvoir produire notamment de la bière en gamme bio, ce qu'elle ne faisait pas avant, grâce justement aux prérequis de Terre de Liens qui imposent du maraîchage et de la paysannerie bio. On va pouvoir récupérer, nous, de la céréale en bio pour pouvoir proposer d'autres produits qu'on ne proposait pas juste avant. Je rebondis du coup sur toi, Romain. Donc du coup, effectivement, paysan boulanger, c'est une question que tu viens de me faire poser, Aurélien. En fait, tu as 2 entreprises, une pour cultiver, une pour vendre ton pain. Mais du coup, ça veut dire que ton entreprise qui fait le pain, elle t'achète ta farine ? Comment ça se passe ? Non, pas du tout. J'ai le statut de paysan boulanger. Donc avec une seule entreprise, avec le ARL, j'ai des travaux agricoles et j'ai de la transformation. On a le droit en paysannerie de transformer avec l'entreprise agricole et il faut surtout transformer parce que c'est comme ça qu'on valorise au mieux le produit. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On ne peut pas, en tant que paysan boulanger, je ne peux pas transformer plus de 350 tonnes de farine par an parce qu'il y a un droit à la farine qui existe. Ça, c'est les minoteries qui s'en chargent. Je suis limité en termes de quantité, mais je ne vais pas être une boulangerie industrielle. Moi, c'est 80 pains par semaine. Sur 42 semaines, ça reste un volume. J'ai calculé, ça fait 6 tonnes de blé à transformer par an. Ça ne fait pas 350 tonnes de farine par an. Donc non, il n'y a qu'une seule activité qui va gérer tout. D'ailleurs, pour remettre un petit peu les choses dans son contexte, là on est au mois de juin, vous venez tout juste de vous installer, vous êtes même en cours d'installation, certains viennent juste d'avoir les autorisations de la DDTM d'exploiter. Cette vidéo, a priori, elle sortira en décembre, du coup la production a commencé. Est-ce que vous allez tout vendre directement à la ferme ou est-ce que vous avez des réseaux de distribution ? Pour le maraîchage, là, on a la chance, nous, sur la commune aussi de Peyregout, d'avoir une MFR à côté, maison familiale rurale, qui normalement c'est plus sur d'autres métiers agricoles, mais là ils font école de cuisine. Et on va travailler avec eux, on va faire la vente à la ferme évidemment, mais aussi éventuellement faire des paniers avec les employés de la MFR et d'autres personnes qu'on connaît, et de la vente directe en marché. Donc soit au marché de Ralmont, soit au marché de Castres ou au marché de Lautrec. Là on est en train de chercher un peu où est-ce qu'on va se mettre. Ok. Pour la boulangerie, du coup, Romain Pour la boulangerie, c'est quasiment la même chose. Il y aura principalement de la vente à la ferme, de la vente sur les marchés, et c'est à peu près tout. La partie de la boulangerie, la production de pain, représente pas la plus grosse partie de mon activité. Sur 70 hectares, je vais principalement cultiver des céréales, et la ressource principale de rémunération, ce sera la vente de céréales. Donc le pain, je vais me limiter. Ça ne sert à rien de péter à plus de 40 km pour aller vendre du pain. Je vais le faire vraiment dans un rayon restreint. Et si on peut trouver des places de marché en association avec les maraîchers et les brasseurs, on mutualise tout. Ça fait une supérette mobile qui va de marché en marché. Ça peut être sympa sur les marchés. L'activité la plus vieille qui sponsorise cette vidéo. D'ailleurs, je remercie Sabotage des bières qu'elles sont comme ça. Des bières explosives. Vous avez une activité qui existait déjà avant, du coup j'imagine que vous avez déjà vos réseaux de distribution, mais est-ce qu'il va y avoir aussi, je sais pas, un lieu ici pour boire, acheter de la bière ? Tout à fait. Nous, ça fait 4 ans qu'on est monté. On était en gypsy, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une brasserie à proprement parler. C'est nos petites mains, nos ingrédients, nos recettes. On se déplaçait à droite à gauche, un peu comme ce que vous faites avec le Farm Tour, mais sans le côté comique. Quoique moi je me marre bien depuis hier soir. c'est vrai quand même. Bon, après, entre faire des blagues et boire des coups, souvent on arrive toujours à une certaine euphorie. On allait dans plusieurs brasseries pour brasser nos productions et la revendre sur Toulouse. En étant sur un pied d'égalité, le local, le bio et d'un autre côté, le qualitatif, le progrès. On essaie de réfléchir à notre façon de produire de façon vraiment raisonnée et ça veut dire 2 choses. Donc raisonner d'un point de vue écologique et en même temps pour obtenir les produits les plus qualitatifs et qui correspondent le plus aux attentes de nos clients. Aujourd'hui, on a des réseaux de distribution, on bosse énormément à Toulouse, la ville de Toulouse et alentour où on était basé et le but depuis le début, c'était de s'installer dans un écolieu, dans un tiers-lieu. Et la vie a fait, par les différents voyages qu'on a eus en étant gypsy, on a rencontré des êtres humains, qu'on s'est bien entendu, qu'on a bu des coups et qu'on a rigolé, entre autres. Ça a mis de l'huile dans les rouages et on a atterri ici, quoi. L'évolution aujourd'hui, c'est de faire en sorte que au moins un tiers de la production soit vendu en in situ ou en ultra local. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a déjà bien commencé, même si la brasserie est en cours d'installation. On a la chance d'avoir une production qui est déjà existante. On a des bilans, on a toute la logistique de distribution et on est en train de la développer autour de la ferme, en gardant celle de Toulouse.
de manière à rayonner entre Toulouse, Albi et Castres. Et du coup, est-ce qu'il y aura un point de vente ou de débit de boisson ici? Tout à fait. Un point de vente qui va être au centre de la ferme et qui va permettre de vendre tous les produits qui sont produits sur la ferme, mais pas que. On va faire également du dépôt-vente. L'objectif est d'avoir une épicerie, mais aussi un bar avec des événements comme celui qui va inaugurer du coup notre licence 4 ce soir. Il parle de moi là. Enfin, une petite dédicace à Monsieur Mazard, le maire du village qui a obtenu cette licence. L'objectif, c'est qu'il y aura une vente à emporter et également une vente sur place. Il y a des membres de l'équipe qui gravitent, qui font des électrons. On peut parler notamment de Guillaume, qui aimerait à terme faire de la transformation alimentaire. Il y a une vraie logique, je parle pour Sabotage et sans vouloir faire d'ingérence, je pense pouvoir parler pour un peu tout le monde. Il y a une vraie logique d'évolution à moyen et long terme sur les activités à proposer et toujours dans une espèce de symbiose. Si on fait à manger, si on produit de la bière, on peut produire des choses à manger sur place, parce que la bière c'est de la transformation. À prendre des légumes pour les transformer et proposer des choses à manger sur place, c'est symbiotique. Je me permets d'enchaîner sur les symbiotiques. La brasserie va créer des déchets. Clairement, le mec reprend mon métier là. C'est vrai. Je prends 20 de l'heure. C'est une fin de vidéo, messieurs, dames, je suis désolé. La brasserie produit des déchets qui vont pouvoir être utilisés en épandage ou sous toute forme dans les autres activités et vice-versa. Il y a des produits issus évidemment le grain qui va permettre en partie de fabriquer la bière sur place. Il y a du houblon qui va pousser dans les champs juste derrière vous à terme. Rien ne se perd, tout se transforme. Et ça va être pour toutes les activités de la ferme. Levez la main les gens qui sont issus du milieu agricole. Non mais n'aie pas honte. Je dois vraiment me dénoncer Mais non, c'est cool. Du coup, la majorité d'entre vous n'êtes pas issus du milieu agricole. Exactement. Mais du coup, comment ça se fait que vous faites ça? Ça, c'est une vraie putain de question, ça. Je pense avoir un élément de réponse. Je pense que vous en avez tous un, parce que du coup, la suite de cette question, c'est comment vous êtes rencontrés en fait. Moi, je donnerai mon exemple. Justement, quand tu as dit est-ce que vous êtes du milieu agricole? Alors non, mais mes grands-parents étaient agriculteurs. J'ai grandi là, j'ai été en ville, j'ai vu plein de choses et en fait, on est issus d'une même génération. À mon sens, c'est la première chose qui a fait qu'on s'est fédéré, cette espèce de ras-le-bol d'un système dans lequel on évolue. Et aujourd'hui, si vous lisez entre les lignes dans ce qu'on dit, en fait, c'est un système qui nous fait vomir, mais dont on s'est évertué à comprendre les ficelles, de sorte à pouvoir le détricoter et le retricoter à notre façon et pouvoir en tirer le meilleur profit, tant socialement que économiquement. Ouais, j'aimerais bien aussi la réponse des trois du milieu là, parce qu'ils ont quand même fait AgroParisTech. C'est intéressant aussi d'avoir. Pas toi? Ah non, toi t'as fait une autre école d'ingé agronome. Ouais. C'est vrai que tous les trois, on a fait une école d'ingé agronome. Théophile et moi, on a fait AgroParisTech. Voilà. C'est un peu là pour tous les deux. On s'est pas retrouvés par passion de l'agronomie en école d'ingé agronome. C'était plus les différentes orientations en études scientifiques globalement. Plus on avançait en école, plus l'aspect agronomique, paysan nous intéressait et moins l'aspect ingénieur nous... enfin plus l'aspect ingénieur nous rebutait, on va dire. Il y a eu différentes prises de conscience qui se sont faites, qui avaient déjà commencé avant l'école d'ingé mais qui se sont poursuivies en école d'ingé, tout ce qui est écologie, économie, sociale. Et globalement on n'avait tous les deux pas envie de participer à d'être des ingénieurs d'une société qu'on trouve dégueulasse quoi, globalement, et dans un mode d'exploitation du vivant et des gens. Et donc on s'est questionné sur quoi faire. Ouais, un questionnement qui a pas toujours été très agréable en fait. Je trouve, je suis très content de l'avoir eu et c'est vrai que ça implique de remettre en question énormément de choses avec lesquelles on a grandi. Enfin, je me suis pas retrouvé en école d'ingénieur par passion, mais je me suis quand même retrouvé avec l'idée de me dire tiens, je vais être ingénieur, ça a l'air d'être quelque chose de cool, et de progressivement se rendre compte que non, c'est très très peu cool. Ça a été la question de se dire qu'est-ce qu'on trouve sympa, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et le fait de faire du collectif et de l'agriculture en plus est quelque chose qui prenait de plus en plus de sens au fur et à mesure. Puis on en a discuté autour de nous, on a rencontré des gens qui avaient ces envies en plus, et avec qui on a co-construit tout ce projet-là, qui se sont greffés, etc. Il y a des gens qui sont rentrés, des gens qui sont repartis, bref. Puis on se retrouve avec tout ce groupe-là, qui est très chouette, avec qui on s'est senti de se lancer sur un projet comme ça, quoi. Moi, je dirais que j'ai eu un parcours un peu différent, je me suis un peu orientée de loin, vers l'agricole, en allant au lycée agricole, mais en étant quand même en général, sachant pas trop ce que je voulais faire. Après, je suis allée en prépa parce que j'étais plutôt bonne en cours et que je connaissais des gens qui avaient fait ça. Je suis allée en école d'agro en me disant j'ai envie de faire des trucs pour l'agriculture, il y a plein de choses qui vont pas aujourd'hui. Et en stage, en fait, dans des fermes, c'est là que j'ai vraiment eu envie de travailler la terre et travailler dans un environnement un peu choisi, quoi. Pas dans une autre entreprise, avoir mon environnement à moi en fait.
Voilà, ça c'était un peu le projet de vouloir avoir sa ferme. Alors après, je me sentais pas de monter une ferme toute seule. Ça tombait bien parce que j'avais des proches qui avaient aussi des idées de faire une ferme. Je me suis greffée au projet en fait. Et petit à petit, je suis complètement rentrée dedans. Et maintenant, je fais partie de ceux qui s'installent en premier. Donc au début, il y a 3 ans, je m'y attendais pas. Et là maintenant, je suis là. Ce projet, il a commencé à naître, j'imagine, chacun dans vos cerveaux respectifs. Et puis après, vous êtes tous rencontrés, vous avez dit hey, on le fait ensemble! C'est à peu près ça, puisqu'en fait, alors je vais parler un peu pour nous, après vous pourrez développer comment par exemple la brasserie s'est retrouvée dans le Tarn alors qu'on était à Toulouse. Au début, la brasserie, comme l'avait indiqué Justin, on brassait chez d'autres brasseurs. Avant, de manière itinérante, on cherchait un lieu, Toulouse étant relativement cher, on a décidé de s'éloigner un peu. Et il faut savoir que dans les relations, en fait, Romain, avant de faire maraîcher, était brasseur lui-même et connaissait Justin dans le métier. Et quand Romain savait que nous cherchions un lieu, il avait trouvé ce lieu-là. D'ailleurs, tu nous avais envoyé l'annonce, je me rappelle très bien de l'annonce en disant « Regardez les gars, Terre de Liens, envoyez une annonce pour acheter une ferme. Est-ce que ça vous intéresserait de venir? Parce qu'il y a quand même un peu d'investissement. On ne va pas y aller tout seul, mais si vous voulez venir avec nous, voilà, il y a de la place, il y a du lieu, enfin, etc. » C'est de là que, de notre point de vue, l'idée a commencé à germer, littéralement. Et puis on commence à réfléchir en se disant en fait, c'est plutôt un bon plan. Pourquoi ? Parce qu'on limite l'investissement, on a déjà notre réseau de distribution qui est fait, donc en s'installant ailleurs, on va faire juste que développer un réseau qui existe déjà. On va avoir un paysan, très bien pour la matière première. On va avoir des maraîchers, très bien pour recycler les déchets alimentaires qu'on peut avoir, les d'origine organique, tout du moins. Bon, on a un peu les planètes qui s'alignent, qu'est-ce qu'on attend? C'est là où on a commencé à venir, à discuter, où nous, on a rencontré Théo, Viviane, Victor, Romain, où on a commencé à parler, bon, qu'est-ce que vous ferez chacun dans la ferme? Voilà comment c'est fait. Ils étaient tous en formation, ils terminaient leur formation pour avoir leur diplôme, pour pouvoir s'installer derrière. Donc c'est pour ça que le projet, il a commencé avant qu'ils terminent leurs études. Ça a eu le temps de mûrir, et puis même eux, je pense que même pour vous, dans la fin de vos études, ça vous a permis de vous concentrer sur ce que vous voulez faire, sur les projets, de profiter justement des institutions dans lesquelles ils se formaient pour faire des business plans, pour prendre des conseils, des contacts, etc., qui nous a permis d'énormément anticiper, de préparer au mieux cette installation au final, puisque à la fin du mois, les lieux seront achetés par la LFCCI, mais ils sont déjà là, ils ont déjà commencé à travailler. Au jour où on prend les clés, en fait, tout commence déjà à rouler. Il n'y aura plus qu'à continuer le travail qui avait déjà préparé en amont. Donc c'est vraiment par opportunité, relation professionnelle que ça s'est fait. Donc si on fait le greffon, nous on connaît Romain, Romain connaît l'autre Romain, et il connaît aussi les autres maraîchers qui sont là. Voilà comment ça s'est fait la rencontre. C'est très bien parce que justement, je voulais un résumé parce que c'est vrai qu'on a bien compris le lien entre tous, mais c'est vrai que Romain, paysan boulanger, toi, on savait pas comment... Donc en fait, vous êtes amis d'enfance les deux Romains? Alors non, pas du tout. Non. Et puis d'ailleurs, vous n'êtes pas vraiment amis aujourd'hui. Non, franchement, là on est à côté, mais en fait, on a fait un BPRA. Alors justement, donc vous deux, vous êtes brasseurs, donc vous n'avez pas fait d'études dans le monde agricole. On a 3 ingénieurs agronomes, et vous deux, vous avez fait le BPRA ensemble en fait. Du coup, BPRA, brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, comme tu as fait. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais en maraîchage, option maraîchage biologique. Romain était en grande culture. Et en fait, l'annonce Terre de Liens, comme on disait, moi je l'avais vue parce que je regardais pas mal les annonces, et je la gardais de côté. Parce que voilà, 70 hectares, pour du maraîchage, c'est beaucoup trop. Et on ne connaissait personne en grande culture qui aurait pu se greffer avec nous. Et Romain est arrivé avec quoi? Une semaine après là? 2 semaines de retard par rapport à la rentrée des classes sur l'école. Et je me suis présenté. Voilà, moi c'est Romain, je veux être paysan boulanger. Je cherche du terrain entre Toulouse et Lyon parce que voilà, c'est la diagonale pour me rapprocher le plus de ma famille. Et lui, il a levé la main, il a dit « c'est bon, toi viens par ici, tu vas rentrer dans le projet. On a 70 hectares, c'est quasiment tout prêt, tu as juste à venir faire du pain. Et puis voilà, puis c'est entre Toulouse et Lyon. » Alors c'est juste à 1 heure de Toulouse, c'est pas vraiment entre les deux, mais au moins c'est entre Toulouse et Lyon. Donc voilà. Et j'ai appris à les connaître, j'ai rencontré tout le monde et je me suis greffé au projet. Et surtout, en fait, ça arrivait à la fin, à la deadline en fait, de l'ouverture du projet de Terre de Liens pour pouvoir poser les candidatures. Et je t'ai dit, t'as 3 semaines? J'ai 3 semaines pour monter un petit papier pour dire pourquoi j'ai envie de m'installer sur cette ferme. Je venais de rentrer à l'école. Ok, donc je dois rattraper mes cours à la bourre, je dois faire machin. Ok, allez, c'est parti. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi. J'aurais peut-être dû. Mais en fait, non, je suis bien là. T'as encore 10 jours. Du coup, gros projet, plusieurs activités. J'imagine que c'est pas simple à monter. Comment vous avez été accueillis par la municipalité, par la chambre d'agriculture? Est-ce que c'est grâce à Terre de Liens qu'on peut dire que
vous avez pu monter ce projet-là ou est-ce que ça aurait pu être possible de le faire autrement? C'est grâce à Terre de Liens parce qu'on n'aurait pas eu les sous pour acheter les 70 hectares déjà. Après, l'installation en collectif, alors on a été très bien accueillis par le maire, par la plupart des gens, voilà, des collectivités, des gens qui aident le milieu agricole de manière non professionnelle, je vais dire plutôt les associations, les syndicats, il n'y a vraiment aucun souci. Après, c'est une installation qui est particulière parce que, comme on a dit, il y a 3 entreprises qui vont exploiter, il y a une SCI qui chapeaute le tout. Juridiquement, c'est complexe. D'ailleurs, on a un juriste et sans lui, ça aurait été très compliqué. Mon vrai métier. La bière, c'est plus une passion. Est-ce que c'est plus une passion? Oui, quand on aime, on compte pas. Voilà, vous savez ce qu'on va dire. Mais blague à part, pour rester effectivement de formation, moi je suis un juriste en droit des affaires. Donc les montages, c'est quelque chose que j'ai pratiqué très longtemps. Foncièrement parlant, il y a plusieurs façons de faire des projets collectifs. Il y a le milieu associatif, il y a créer des sociétés, il y a créer un entre-deux qui était les SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt c'est commercial, commun, c'était ça, je ne me rappelle jamais, j'aime bien, ça fait très sérieux. Je suis juriste, mais je ne connais pas le nom des sociétés. Son numéro de portable s'affiche en bas de votre Voilà, écran. en bas de votre écran, n'hésitez pas à appeler pour toute question. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a imaginé un mode d'association, encore faut-il pouvoir vendre le projet aux personnes qui vont nous financer, aux personnes qui vont nous suivre. Et un schéma, plus il est complexe, moins vous rassurez les gens qui sont en face de vous. Donc la première des choses à faire, tout le parcours, c'est de rassurer les gens. Tout le temps en expliquant, c'est pas compliqué. Voilà les bonhommes qui vont être sur le site, qui vont exploiter. Peu importe derrière qu'il y ait une société, 2, 3, une association, il faut dire, eux, c'est les personnes qui vont rester pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans sur le site, qui vont être là-dessus. Eux, c'est les personnes qui vont rester sur cette exploitation pendant 5, 10, 15 ans sur le site. Rassurez-vous. Au départ même, on avait imaginé de faire des sociétés coopératives. On s'était entouré, même toujours d'ailleurs, le Centième Singe qui est ce type de formation. On avait imaginé des schémas. Le problème, quand on avait présenté un schéma auprès des banques, c'était pas du tout rassurant, mais vraiment pas, parce qu'elles-mêmes ne comprennent rien. Et puis il faut savoir quelque chose, un banquier, c'est un commercial du risque. C'est pas un commercial du ah oui, c'est génial, vous faites de l'écologie. Donc lui, s'il est rassuré, il vous fait confiance. S'il n'est pas rassuré, c'est fini. Donc, à ce titre-là, on a imaginé plusieurs schémas pour arriver justement à des choses que la banque connaît, des SCI qui achètent de l'immobilier, des activités agricoles qui existent aujourd'hui et qui vont pouvoir exploiter de manière pérenne le site et qui vont payer des loyers à la SCI pour rembourser. Voilà, ça c'est un schéma, on va dire que classiquement, les gens connaissent, les banques connaissent et c'est un schéma qui a le mérite de rassurer les gens autour de nous. Et par contre, c'est sûr que ça nous a aussi amené pas mal de lourdeur et de longueur administrative parce que en fait, quand on est face à quelqu'un de la SAFER, c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de voir, donc tout de suite, il va se questionner, et il va regarder tous les petits détails qu'il comprend pas, ça va prendre du temps. Quand on arrive à la DDT, c'est pareil, quand on arrive à la chambre, c'est pareil. Donc ça, c'est sûr que l'installation en collectif, faut savoir que niveau paperasse, ça va être long parce que oui, on est face à des acteurs qui n'ont pas l'habitude. On a quand même une grosse chance en termes d'installation collective dans le Tarn, c'est la TAG, Association Tarnaise pour l'agriculture de groupe. Le développement de l'agriculture de Pour le développement de l'agriculture de groupe. Donc qui accompagne les collectifs qui sont en installation ou installés dans tout ce qui est milieu agricole. Donc ça peut être des projets comme le nôtre, ça peut aussi être dans des GAEC, des EARL, et donc qui sont là pour suivre et qui nous ont appuyés sur moins l'aspect juridique que le fait de pouvoir faire s'asseoir plusieurs acteurs différents autour de la table pour pouvoir discuter de qu'est-ce qui était possible en termes de DJA, de passe d'installation, qu'est-ce qui était le plus simple et dont on sait que si jamais il y a des soucis, ce qui peut arriver, on est un groupe avec des personnes différentes, des volontés différentes, même si voilà, on a cet objectif commun de faire tenir le projet, il peut y avoir des tensions et du coup c'est un acteur qui peut venir en médiateur extérieur pour régler ces tensions-là. Et donc ça c'est une spécificité qui est uniquement présente dans le Tarn, qui mériterait vraiment d'être présente sur les territoires, mais qui pour nous est une aubaine gigantesque et qui permet de faire suivre le projet. Et j'ajouterais que personnellement, le fait que je ne sois pas dans la partie agricole, c'était aussi pour ça. Je sais que voilà, les collectifs, c'est quelque chose qui peut être assez lourd. J'ai travaillé sur les difficultés, notamment en maraîchage, mais du coup, j'ai travaillé un peu chez Solidarité Paysan. Et j'avais envie d'avoir ce point de vue un peu extérieur, de ne pas avoir le nez dans le guidon dans un projet qui soit vraiment interne au collectif et de pouvoir dire, éventuellement, attention, là, il y a peut-être un souci de déséquilibre en termes de surcharge de travail. Bon, en l'occurrence, c'est plutôt les copains qui font ça pour moi.
pour le moment, mais j'avais cette idée-là de rester un petit peu à l'extérieur pour pouvoir avoir une vision qui soit moins dans le guidon. Par rapport à l'installation, aujourd'hui, enfin je pense qu'on peut le dire, mais une des manières qui a permis l'installation du projet, c'est quand même la famille qui vend. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré les montages qu'on a fait, ce qu'on a pu rassurer, en fait, les activités en elles-mêmes ont pu tout être financées par des prêts bancaires, mais l'achat de l'immobilier, lui, n'a pas pu trouver de financement, justement pour des questions, il y a eu le Covid, du coup les banques ont rabattu les cartes, c'est un peu plus difficile. Et sur la partie des locaux, c'est la famille elle-même venderesse qui a accepté de se substituer à une banque et de nous faire crédit pour qu'on lui rembourse des loyers sur minimum 10 ans. Si aujourd'hui il y a des gens qui veulent s'installer, il n'y a pas que les banques qui financent, les vendeurs eux-mêmes, s'ils peuvent se le permettre, encore une fois, peuvent aussi pour tout ou partie faire crédit, tout simplement, où on paye un loyer comme on payait normalement, sauf que le loyer il va servir tout simplement à payer le bien que vous êtes en train d'acheter. Mais je pense qu'on peut remercier la famille Fabre. Ça, c'est vrai qu'ils nous ont vraiment bien accueillis, nous ont autorisé à nous installer avant d'acheter, vraiment sur un lien de confiance. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rassurant quand on s'installe, quand les vendeurs vous font confiance, que quand il y a un peu, je vais dire, ou de coquetterie ou de méfiance qui peut exister, quoi. Du coup, juste avant qu'on parte faire le tour tous ensemble, vu qu'on va aller voir les ateliers de chacun, après, je ne sais pas si on va réussir à se refaire une conclusion tous ensemble, surtout qu'en plus la journée passe. Du coup, j'ai envie de poser tout de suite la question, est-ce que, même si c'est tout jeune, c'est tout frais ce que vous venez de faire, est-ce que vous auriez des conseils pour des gens qui voudraient s'installer en groupe? Est-ce que vous pensez que vous avez déjà fait des erreurs et que vous avez déjà du recul là-dessus? Ou alors que vous n'avez pas fait des erreurs et que justement, au contraire, ça vous dit c'est comme ça qu'il faudrait faire? Même si c'est frustrant et que ça peut prendre beaucoup de temps, justement de profiter de ce temps-là où la partie agricole peut ne pas se lancer tout de suite, où l'achat du foncier peut être un peu compliqué, de profiter de ce temps-là comme un temps d'expérimentation, que ce soit de vie en collectif ou de travail en collectif. Je pense que notamment sur la partie maraîchage, le fait qu'on ait habité tous ensemble, du coup depuis octobre quasiment, a permis, le fait de ne pas avoir d'activité agricole tout de suite, de trouver un équilibre dans le fait d'habiter tous ensemble et même d'interagir, de se voir tous les jours, tout le temps, surtout dans un milieu rural qui est quand même un peu isolé, on n'a pas vraiment de voisins. Donc même si ça peut être très frustrant de profiter de ce temps-là comme d'un temps d'expérimentation et de profiter des énergies et de la motivation de chacun. L'avantage, c'est que quand il y a quelqu'un qui a un coup de mou et ça peut arriver, qui peut avoir une perte de sens parce que trop de frustration, ça met trop de temps à arriver, il y a toujours quelqu'un d'autre qui a plus d'énergie, qui a un peu plus la niaque à ce moment-là, et ça, c'est le moment de transférer les énergies et de pouvoir continuer à avancer tous, quoi. Et quand il dit qu'ils n'ont pas beaucoup de voisins, j'ai regardé sur Wikipédia, il y a 60 habitants. Donc, effectivement, des voisins, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ils votent à droite. Pas tous. Par rapport à la question sur les conseils, surtout quand il y a des doutes ou des hésitations, des problèmes, il ne faut pas hésiter à en parler très vite. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que quand quelqu'un se pose la question, il y en a peut-être deux autres qui se la posent et qui n'osent pas la dire. Du coup, vous créez collectivement une frustration qui ne se sait pas. Quand on gère du collectif, je vais dire, c'est ce qui est le plus dur à gérer, parce qu'un problème, il se résout quand on le connaît. Et idéalement, dans le collectif, ça c'est bien, c'est pas juste d'apporter un problème, c'est d'essayer aussi d'apporter la solution en même temps que le problème, parce que s'il faut de choses l'une, soit la solution, elle est complètement scabreuse ou foireuse, et dans ce cas-là, il faut en réfléchir une autre collectivement, soit alors, vous avez un doute, vous en parlez, les autres avaient un doute, mais vous avez la solution que les autres, ils n'ont pas pensé, ça rassure de suite les autres. Et c'est comme ça que vous avancez. C'est surtout ne pas attendre, et même si c'est un problème, par exemple, de structure, de financement, vous avez un problème avec la banque, parlez à votre banque, elle est là pour ça. Vous avez un problème avec vos associés, directement parlez-en, crevez l'abcès et allez-y, parce que c'est comme ça que vous avez avancé. Fixez-vous des deadlines en disant il faut qu'avant la fin de l'année, on ait au moins avancé sur ce point-là, pour qu'on voit que quand on fait le bilan, là on a avancé, là on n'a pas avancé, pourquoi ? Là on a avancé, là on a avancé, et c'est comme ça qu'on va arriver petit à petit. Sachant que, quel que soit le planning que les gens vont se fixer, il ne sera jamais tenu, il faut le savoir. Le planning, c'est une feuille de route. On essaie d'atteindre, mais si on n'y arrive pas, il ne faut pas se décourager en disant qu'on est nul. Il faut juste se dire, est-ce qu'on peut se permettre de gagner 1, 2, 3, 4 mois supplémentaires ? Soit c'est oui, on y va, soit c'est non. Dans ce cas-là, il faut en tirer les conclusions. Et puis aussi, moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas rester que dans le collectif. Nous, on a été aidés par beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs. Donc, il y a eu le Centième Singe, il y a eu la TAG, il y a eu la Confédération Paysanne, il y a eu la DEART, il y a eu la Chambre d'agriculture aussi. Enfin, voilà, on a une installation, c'est long, c'est compliqué, c'est frustrant. Il ne faut pas rester tout seul quand on fait ça.
Et puis en plus, plus on est en contact avec des gens et plus les solutions elles vont arriver facilement aussi, quoi. Je sais que nous, il y a pas mal de choses qui se sont débloquées juste en discutant avec les autres personnes et puis aussi les autres fermes aussi, très important de discuter avec les autres. Il y a une autre ferme collective qui est installée depuis 2 ans, pas très loin d'ici. On a beaucoup échangé avec eux. Alors c'est pas la même situation juridique, mais n'empêche que ça fait du bien de discuter avec des gens qui ont vécu des choses similaires. Même s'ils n'ont pas forcément de solution, au moins on voit des gens qui ont réussi à passer au travers les difficultés, donc c'est rassurant aussi, quoi. Ça fait plusieurs fois que vous mentionnez le centième sien. Ça fait plusieurs fois que vous mentionnez le centième singe. Oula. Moi, ça fait plusieurs fois que j'arrive pas à le dire en tout cas. Ça fait plusieurs fois que vous mentionnez le centième singe. J'ai réussi à le dire. Bravo, merci. Du coup, c'est quoi? Parce que peut-être les gens ils vont dire mais c'est qui, c'est quoi? Alors en fait, le centième singe, c'est une SIC, donc tout à l'heure Aurélien en a parlé. C'est en fait une ancienne association qui s'est transformée du coup en SIC, qui porte des espaces-tests agricoles pour aider des jeunes maraîchers. Ou là récemment, maintenant, il y a aussi des productions de fleurs pour se tester au métier d'agriculteur. Donc en fait, c'est sur le principe d'un contrat de 1 an renouvelable jusqu'à 3 ans au maximum, où le centième singe va porter certains investissements. Donc ils vont fournir le lieu, ils vont fournir le réseau primaire d'irrigation, ils vont fournir une serre, ils vont fournir certains outillages. Et ça permet d'éviter des gros investissements quand on s'installe en agriculture. Ça permet de se tester sans avoir à dépenser trop d'argent en premier lieu. Du coup, j'en profite pour vous dire que des espaces tests comme ça, il en existe de partout, un peu partout en tout cas, dans chaque département. Ici, bon, ça s'appelle le centième singe, je ne savais pas. Chez moi, ça s'appelle Étal 40. Donc renseignez-vous si vous voulez vous tester au métier d'agriculteur, agricultrice. Et justement, pour compléter ça, déjà, en fait, le centième singe, ils sont vraiment basés sur Toulouse. Dans le Tarn, c'est plutôt l'essor maraîcher. Et pour plus de renseignements, il faut aller voir sur le site du RENETA, les réseaux d'espaces tests national. Décidément, les acronymes, Oui. on n'y arrivera jamais. C'est alors le réseau national des espaces tests agricoles. Il y a un E entre le R et le N. Le lien en description. Et, Sabotage. Mais un pouce. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait un gros tour de présentation les amis, je vous remercie. Maintenant on passe aux activités, par qui je commence? on est à côté de là où on va s'installer. Donc on commence par le maraîchage? Ouais. Let's go. Donc on descend par... T'as un petit escalier de pneus il y avait plein de pneus sur la ferme. Plutôt que de jeter, on avait besoin d'un escalier ici parce qu'il y a une grosse pente et c'est plus pratique d'y accéder ici, sinon il faut faire le tour. Ça, du coup, ça veut dire qu'avec les légumes, on va devoir remonter tous ces escaliers tous les jours? Non. On va pouvoir, avec les voitures et les remorques, passer soit au-dessus, soit en fait on va pouvoir aussi passer dans le champ qui est à gauche. Parce que là, on arrive sur la zone où il y aura les 2 serres, en fait. Et à gauche, là où c'est pas du tout fauché, ça va être l'endroit où on aura les arbres fruitiers sur le long terme. Du coup, c'est les OG qui vont pousser, qui vont donner à partir de 10 ans à peu près. Ouais. Ici, les Ici, gros ouais. arbres. Et on Et y là, la mettra- partie maraîchage. C'est ça. Et on y mettra les poules pondeuses aussi sous les gros arbres. En poulailler mobile, un peu comme ce que fait les Gone Girls dans le nord de la France ou Richard Perkins, le suédois. Du coup, ici, en maraîchage, combien de surface vous exploitez? Alors là, la parcelle, ici, elle fait 2 hectares. Et on va exploiter à peu près 8000 m² en culture maraîchage. en maraîchage. Parce qu'après, on va laisser quand même pas mal de place pour faire des haies, pour faire aussi des vergers avec des bassetifs, des pommiers, des abricots ou, en plus petit. Et laisser quand même un maximum de nature. Là, on aura en fait une allée centrale sur la parcelle et des jardins de chaque côté qui seront de 400 m², de 20 mètres par 20 mètres et qui seront coupés par des haies fruitières ou des haies pas fruitières, pas que des haies fruitières. Et donc ce sera tout ça sur les 2 hectares avec au début les 2 serres, donc 2 serres bitunnelles. De quelle superficie? 840 m², elles vont faire à peu près 46 mètres par 19 ouais, dans ces eaux-là. 2 grosses serres de 900 m² quasiment? Ouais. Ah ouais, vous rigolez pas vous. Ah bah non. Parce qu'en fait, dedans, on va suivre un peu la méthode de Fortier dans le sens où nous, nos planches dans le plancher vont faire 20 mètres. Donc en fait, sous serre, on va aussi faire des planches de 20 mètres, comme ça permet d'avoir tout à la même taille. L'intérêt aussi de s'installer de manière assez dans les cadres classiques, c'est qu'on a pu solliciter les aides à l'installation. Et donc ça permet d'avoir dès le début un investissement qui permet d'avoir des serres un peu conséquentes.
Enfin, d'ailleurs, on compte pas avoir plus. Parce que du coup là, chacun d'entre vous est une entreprise individuelle qui a pu demander des aides? Non. Alors non, nous, on s'installe pour l'instant tous les deux en EARL et on demande chacun la DJA, la dotation jeune agriculteur. Donc on peut tous la demander, faut aussi avoir certaines conditions. Qui d'ailleurs maintenant s'appelle la DNJA Ok. Oui. depuis le mois de juin. Ouais, ok. Oui, bah, du j'ai coup, vu passer, ouais. voilà, nous c'est la DJA qu'on a demandé du coup. Bah, du coup vous allez avoir moins d'argent que moi. Ah ouais. Parce que moi je viens de demander la DNJA. Ah ouais, ça a plus d'argent. Grâce à ça, ça permet au moins de nous sécuriser parce qu'on fait un emprunt aussi sur le matériel. En fait, nos apports plus l'emprunt, ça couvre les achats qu'on va faire. Mais au moins, on a la sécurité d'avoir la DJA en plus pour rembourser les emprunts et pour avoir un revenu au début. Parce que la première année, clairement, on ne va pas se payer, pas avec notre production. Il faut le temps que le système se mette en place, que nous on apprenne aussi. On a un petit peu d'expérience en maraîchage, mais on n'a jamais été nos propres chefs en maraîchage. Donc voilà, il faut aussi que nous on se fasse, puis on ne connaît pas encore le terrain. Donc il y a ça aussi. Grâce aux aides, en fait, on va pouvoir quand même avoir un investissement assez conséquent. Bon, on n'est pas non plus, on est à peu près à 90 000 € d'investissement. Ouais, grosso modo, ouais, c'est ça. Pour une installation complète sur 4 ans. On a à peu près 90 000 €. 90 000 € à deux, c'est pas énorme parce qu'en moyenne, un maraîcher bio, les investissements de départ en France, c'est 70 000 € par maraîcher. Donc 90 000, vous êtes vraiment pas déconnant, quoi. Bon, et c'est 90 000 sans compter les subs. On n'a pas compté les subventions. D'accord. Parce que les serres, si on arrive à avoir les subventions, on peut avoir 45%. Ouais, jusqu'à 45%. Et encore là, il y a une nouvelle réglementation qui sont sorties hier. Mais vous, c'est quoi? C'est pas la PCAE? Non, enfin, je sais plus, c'est un autre truc. Parce que moi, les subventions, chez nous, dans les Landes, c'est 40% sur la serre. Je viens de la demander. Oui, mais il y a des trucs en plus. Il y a des plus 5% suivant. Il y a des bonifications si tu es en GIA, en bio ou pas, ou en conversion. Mais c'est qui? C'est la chambre? Ouais, non, c'est régional. Enfin, là, c'est une aide régionale. Ouais, c'est la PCAE comme chez nous. Ouais. Mais moi, c'est que 40%. Ouais, c'est pas la même région. Ouais. Ouais. Et là, en fait, il y a une nouvelle réglementation parce que nous, en fait, on ne pouvait pas la demander avant aussi. L'offre a été ouverte cette nuit, quoi. Donc là, il va falloir qu'on fasse les papiers là, pour la demander. Demain, tu pars, on se met directement sur les papiers. C'est ça. Du coup, là, je vois que toute la parcelle a été fauchée alors que vous ne cultivez pas encore. Pourquoi? En fait, là, on avait mis de la féverolle en attendant pour couvrir, pour ne pas avoir un sol à nu pendant l'hiver. Romain nous a aidé à faucher, à détruire la féverolle qu'il y avait. Parce que la semaine prochaine, on va commencer à travailler, à monter les parcelles de maraîchage pour pouvoir implanter les légumes pour l'hiver. Donc là, c'est pas commencé, mais ça va commencer la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est un autre gros intérêt de notre installation collective, c'est que nous, on n'a pas de matériel lourd, mais Romain, il en a. Donc on n'est pas à la même entreprise, mais si on a besoin d'un coup de main, il habite à 10 mètres de chez nous, on lui demande et puis on s'arrange. C'est l'entraide agricole. Pareil, on parlait d'implantation des fruitiers. Tout à l'heure, Théophile parlait de la tag, qui est vraiment une spécificité du Tarn, mais on a une autre spécificité, c'est Envol Vert, qui est aussi une association qui promeut l'agroforesterie et qui va aider des agriculteurs ou des particuliers en fait, à installer des arbres chez eux, fruitiers et améliorants, pour recréer un écosystème, recréer toute une faune, toute une flore. Grâce à eux, en fait, on a des formations où on a appris un peu sur la syntropie, sur quel arbre planter, pourquoi. On a eu des formations où c'était des intervenants que nous, on allait voir on présentait notre projet, avoir leur avis, qui était très intéressant sur divers sujets, notamment la gestion de l'eau avec le réchauffement climatique et tout ça. C'est des questions qu'il faut vraiment qu'on se pose, même si là on a le lac au-dessus, ça ne veut pas dire que le lac se remplira en fait. Là il est bien rempli, mais on n'a pas puisé dedans. Parce que oui, pour l'irrigation on a le lac, on ne sait pas ce qu'il en sera demain, quoi. Oui, c'est ça. Et donc il y a besoin, les arbres permettent aussi de faire des microclimats, il y a des plantes qui vont permettre d'apporter de la mycorhize pour permettre aux racines des plantes qu'on plantera d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin la ressource en eau. Enfin, voilà, on a réfléchi à tout ça avec cette partie agroforesterie qui pour nous est très importante et indispensable en fait. On est d'accord. Merci les amis pour cette petite introduction au maraîchage que vous allez faire ici. Je suis désolé, on ne peut pas vous montrer grand chose pour l'instant parce qu'ils sont vraiment en cours d'installation, tout va se faire à partir de demain donc. Et je suis arrivé peut-être un peu trop tôt. Mais je reviendrai du coup. Ah, c'est une promesse là. Ouais. C'est dit en vidéo. Non mais en plus vous n'êtes pas trop loin de chez moi, ça va. Oui, même nous on viendra te voir. Bah, j'espère. Peut-être même qu'on pourrait échanger des fruitiers d'ailleurs. Ouais. Clairement. Du coup, je vais voir les autres. Donc là, on a avec des grosses machines, des gros tracteurs de bonhomme. Gros tracteurs de bonhomme, ça mais. Je me trouve maintenant avec Romain. Romain, donc paysan boulanger. C'est tout à toi, tout ce matos? La quasi-totalité du matos qui est présent ici. Ici, on a un décompacteur que j'achète
Ici, on a un super semoir de semi-direct. Je vous invite à vous renseigner sur qu'est-ce que c'est le semi-direct, parce que c'est génial. Mais il est malheureusement pas à moi. C'est une bécane qui vaut une petite fortune et demie. Mais c'est l'agriculteur cédant qui va la garder et qui garde une entreprise de travaux et services et qui va me la louer de temps en temps. À terme, j'aimerais bien lui acheter parce que ça fait vraiment un travail formidable sur les terres. Là, tu m'as quand même tendu une perche. Ouais. Tu as dit intéressez-vous au semi-direct. Bon, bah, du coup, on en parle tout de suite. Bah, on Tu en peux parle expliquer tout de un petit suite. peu aux gens ce que c'est et pourquoi c'est intéressant. Pourquoi Et après, je te poserai même la question tu es en bio. Oui. Et du coup, souvent, le semi-direct se fait en non bio parce qu'on utilise du glyphosate. C'est ça. Donc, explique ce que c'est que le semi-direct et comment tu fais pour faire du semi-direct sans glyphosate. Alors, le semi-direct, c'est une technique culturale où on implante un couvert végétal qui va soit apporter de l'azote, soit apporter différents nutriments à la terre. On détruit ce couvert sans retourner la terre et on passe un semoir à semi-direct, donc le semoir qui est ici, et on roule dessus et on sème directement dessus. Cette technique-là, elle marche très bien en conventionnel parce que tout ce qui est resté au sol, on va le détruire au phytosanitaire avec du glypho. Et la graine va pouvoir sortir au milieu de tout ça pendant que ce sera détruit par le glyphosate. En bio, là, ça devient plus technique parce qu'on ne peut pas détruire au glypho. Ça, j'espère que vous le savez. On n'a pas le droit d'utiliser de pesticides. Alors, pour le détruire, ça va être une technique différente. Soit on va utiliser un couvert végétal qui va se détruire un peu tout seul, genre la févrole par exemple, est un couvert végétal qui apporte énormément d'azote grâce à ses nodosités, et il va se détruire par le gel, ou même juste de rouler avec le tracteur dessus, avec le semoir semi-direct, ça va casser la tige et ça ne va pas repousser dessus. Mais par contre, on n'empêche pas toutes les graines qui étaient en dormance dans le sol de germer, de fleurir et de venir salir la parcelle alors que toi tu as semé autre chose. Là, ça devient plus complexe. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait en bio. Il y a quasiment, enfin, je ne vais pas dire de conneries parce que je ne connais pas tous les agriculteurs bio, mais c'est encore une technique très compliquée. Quand tu as une parcelle très sale, en bio, il y a quand même un coup de labour qui vient se faire pour du chardon. C'est un peu la seule solution qui existe. Mais moi, je pars sur un outil de travail, les 70 hectares que je vais cultiver. L'agriculteur cédant, Jean-Paul Robert, était en technique culturale simplifiée, semi-direct, pas de travail, ok du glypho, mais au moins... il touchait pas son sol. Il ne déplace pas les horizons du sol, il ne va pas emmerder les vers de terre qui font la quasi-totalité du travail en sous-sol, mais il y a le glypho. C'est difficile à peser le pour, le contre, parce que moi en bio, je vais quand même travailler à 4-5 cm, parce qu'il faut que j'empêche les adventices de pousser. Donc je vais faire insulter dans les commentaires. Oh là. putain, les commentaires, merde. Voilà, les adventices, je suis quand même obligé de travailler un peu à 4-5 cm du sol. Et c'est pour ça qu'il m'a fait acheter une machine que lui avait, une fraise, qui vient scalper légèrement sur le sol, comme je disais à 4-5 cm, sans bousculer tous les horizons du sol. Du coup, 2 questions. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire ça, toi? Est-ce que c'est la première année, du coup, tu fais du semi-direct en bio? Alors, qu'est-ce que je faisais avant? Moi, je suis boulanger. Je suis boulanger de formation. J'ai fait un CAP, un brevet professionnel. Je voulais me spécialiser uniquement dans la boulangerie. J'ai commencé tard, à 24 ans. J'ai travaillé pour différentes boîtes, de la boîte de famille, de père en fils, de la boulangerie industrielle, de la boulangerie bio semi-industrielle. J'ai un peu tout vu et ça m'a apporté beaucoup d'expérience et j'ai eu envie à un moment donné de créer ma propre boulangerie. Et puis ça s'est passé autrement. J'ai quitté mon dernier emploi, en rupture conventionnelle, avec un accord avec mon patron. Et pendant 6 mois, j'ai cherché quoi faire et je me suis dit, mais en fait, si je veux vraiment maîtriser mon travail de boulanger, il faut que je maîtrise toute la chaîne. Donc je me suis renseigné sur les paysans boulangers, parce que paysan boulanger, tu sélectionnes ta semence, tu la fais se reproduire, tu la mets dans un champ, tu la cultives, tu la ramasses, tu la transformes et tu la conditionnes. Et tu maîtrises tout de A à Z. Et tu as un produit, tu sais d'où ça vient et tu sais où ça part. C'est ça qui m'a donné l'envie de devenir paysan boulanger. Et aussi l'autonomie, et aussi l'écologie. Parce qu'on a un petit impact quand même. On va me dire, je suis sur un tracteur, il y a 70 hectares. Oui, mais il faut nourrir aussi les gens à un moment donné. Même un tracteur électrique, il faudra le construire, il faudra dépenser énormément d'énergie. Donc, mais voilà, il y a une idée d'indépendance professionnelle, que personne ne me fasse chier en vrai. Je vais être vulgaire, mais j'en ai marre de travailler pour quelqu'un. Même si là je travaille pour la banque encore quelques années. Travailler pour moi et travailler avec l'environnement, avec la nature. Le semi-direct. Cette année, je viens juste de m'installer. Je t'avoue que les semis c'est un peu compliqué, donc j'ai fait faire le travail. Je n'ai pas fait en semi-direct, j'ai travaillé un petit peu les terres avant. Il fallait quand même désherber un petit peu, enlever les adventices. Donc c'est pas vraiment semi-direct. Le semi-direct, ce sera plus en place l'année prochaine quand je pourrai commencer une saison dans les temps.
Là, j'ai semé un peu tardif, je ne sais pas si les plants vont pouvoir arriver à terme. Donc c'est un peu compliqué le semi-direct. Mais je m'entoure de plein de gens, je fais partie d'un CETA. Ce CETA fait partie d'un regroupement de CETA qui s'appelle Agrodoc, qui gère un peu toute la région Occitanie. Et en fait, ils mettent en relation plein d'agriculteurs. Des agriculteurs bio, enfin tu as des CETA bio et des CETA non bio. Et le fait d'être plusieurs, on se rencontre une fois par mois, chez un, chez l'autre, on va dans la ferme, on parle de comment toi t'as fait, comment toi tu fais, comment toi tu gères ci, comment... Donc c'est ça qui est génial. Je commence tout seul mon entreprise, mais déjà, par l'agriculteur cédant qui reste dans le coin et qui me transmet énormément de connaissances, et il y a tous les autres aussi qui me disent les erreurs à ne pas faire surtout. Parce que je commence et je voudrais faire comme ça, t'inquiète, nous on a déjà essayé, tu peux, je te dis que tu vas te casser la gueule, mais fais-le si tu veux, mais voilà, tu as mon expérience, je te la donne. Et ça, c'est génial. S'il y a un conseil que je peux donner en agriculture, c'est entourez-vous de plein de gens. Et même si vous pensez que les vieux agriculteurs, ils ont une technique de travail, non, eux, ils ont la connaissance du terrain, ils ont la connaissance du climat. Il faut être respectueux envers eux et il faut prendre toutes les informations qu'ils ont. Du coup, là, on a une RC Trill. On a une petite RC Trill qui est couplée à un décompacteur. Il va y avoir quand même... Il va quand même y avoir un peu de passage de machine, donc même si je souhaite être en technique culturale simplifiée et éviter le plus de passages possible, il va quand même y avoir passage des engins, surtout pour moissonner. Une moissonneuse se pèse entre 13 et 30 tonnes, donc voilà, il faut. Donc tu as des compacteurs, la petite RC Trill, parce qu'il y a un système où tu peux semer avec un ventilo. Donc c'est aussi un couvert. Tu décompactes le sol et tu sèmes un couvert direct. Et ça, c'est Jean-Paul qui a fabriqué ça de ses mains. Et, génial. Et que j'ai acheté. Ok. Là, du coup... Là, on a un semoir à semis direct, John Deere. C'est un matériel qui vient des États-Unis, que Jean-Paul a modifié pour les normes françaises, parce qu'il faut replier sur la route, tu dois être limité à 3 mètres et quelques. Ouais. Il a tout remodifié le châssis, ça peut se replier, et c'est prêt à semer. Et tu sèmes à 10 km/h, tu ne restes pas une éternité sur ta parcelle, et tu compactes très peu le sol. À côté, avec les disques et ces espèces de dents cheloues, là, qu'est-ce que c'est? Avec ces dents cheloues, c'est un préparateur de rang. C'est un peu comme un strip-till. Alors, un strip-till, c'est pareil pour le semi-direct et pour les techniques culturales simplifiées. C'est pour préparer ton rang à être semé. En fait, tu vas rentrer dans ton champ, tu vas suivre ton GPS. On a là un système, un true tracker qui va guider ton outil, en plus du GPS du tracteur, pour travailler toujours le même rang. Ton tracteur, il a toujours son passage de roue, ta graine, elle est toujours semée au même endroit, et ce qui fait que ta terre, elle n'est pas chahutée dans tous les sens. Okay. Et ça, c'est Jean-Paul, pareil, qui a acheté un châssis, et qui a modifié, qui a mis des éléments. C'est génial, c'est génial. Ce qui me laisse récupérer, c'est génial. Et juste à côté, du coup, tu as ton gros tracteur de bonhomme. On a le gros tracteur de bonhomme, 165 chevaux. Avec un petit boost à 40 chevaux supplémentaires, si tu appuies sur le petit bouton. Oh là là, tu fais rêver les gens là. Mais ça c'est nécessaire parce que au cul du tracteur, il y a une fraise quand même rotative. Et dès que tu as un outil qui vient un peu bousculer les horizons du sol, il faut un peu de puissance. Quand tu as les deux autres matériels qu'on a vus, tu as besoin d'un peu moins de puissance. Mais il faut quand même pouvoir tracter des outils. Donc j'ai fait le choix d'acheter le tracteur de la ferme. Le tracteur, donc, herse rotative. Fraise rotative. Fraise. Ça bêche à 4-5 cm, pas plus. Et c'est couplé aussi avec un système pour semer. Je mets une trémie à l'avant du tracteur. Et en fait, je viens gratter le sol un petit peu et en même temps, je sème derrière. Du coup, tout ça, c'est à toi? Alors, c'est à moi, entre guillemets, c'est à Terre de Liens. Mais c'est moi qui l'exploite, c'est moi qui cultive. Là, on est sur la plus grande parcelle qui fait 21 hectares. Quand tu dis la plus grande parcelle, tu comptes alors, c'est celle-ci la haie. Et celle... alors, c'est pas une haie, ça va le devenir parce que c'est dans l'idée. Mais 5-6 hectares ici et 14 hectares là-bas. C'est la plus grosse parcelle qui n'est pas morcelée. Mais grâce aux ingénieurs agronomes et puis à mes envies de lutter un peu contre ce changement climatique, c'est pas vraiment lutter, mais de faire en sorte que ce soit moins pire, et toute la petite haie qu'on voit, je me suis rapproché d'Arbres et Paysages et de Envolvert qui permet d'acheter des plants et de t'accompagner sur la construction d'un projet pour mettre des haies coupe-vent, pour mettre des haies pour abriter de la biodiversité, pour faire des refuges pour la biodiversité, parce que quand tu passes avec un tracteur et que tu broies de la végétation, il y a des petits animaux et il faut qu'ils puissent aller se cacher quelque part, sinon ils passent sous la machine et puis au revoir cucu, quoi. J'ai fait semer du soja cette année parce que j'ai pas pu le faire moi-même. Donc Pierre-André Marc l'a fait pour moi. C'est une parcelle irriguée.
Il y a des bouches d'irrigation un peu partout et grâce à la retenue collinaire, on va pouvoir irriguer le soja. Je te dis que c'est la plus grande parcelle, mais ça ne va pas le rester parce que oui, effectivement, je vais mettre une haie de 300 mètres pour faire un refuge pour la biodiversité et surtout un refuge pour les auxiliaires. Ceux qui vont venir me bouffer les pucerons, ceux qui vont venir empêcher cet effet négatif d'être là, je vais leur offrir un petit peu de protection. Et je vais redécouper encore la parcelle en mettant 700 mètres d'arbres sur le sommet de la colline pour là faire un coupe-vent. Parce qu'on est en Occitanie, on est dans le Tarn et on est en plein dans un couloir de vent où il y a le vent d'OTAN qui souffle, plus on a des autres vents qui arrivent en sens inverse, donc ça souffle dans tous les sens. Ça brasse les nuages, des fois on a de la pluie, des fois on n'a pas de pluie, enfin bref. Je vais pas faire de l'agroforesterie comme pourraient faire les autres, mais je vais planter des arbres un peu partout pour faire en sorte de créer un microclimat pour essayer de contrer les quelques degrés qui montent un peu tous les ans. Du coup, là, semi-direct? Non, pas semi-direct. Pas semi-direct, du coup, parce que là, tu as travaillé un peu. On a travaillé un peu. Ce qui était attelé au tracteur, la fraise, j'ai passé un premier coup avec la fraise pour détruire la végétation, permettre aux graines dormantes de remonter, pour repasser un coup derrière pour les détruire. Et ensuite est venu passer Pierre-André Marc avec son tracteur et son semoir. Donc là, les lignes, elles sont où? Les lignes au sol, c'est celle-ci. On a des écarts de 60, on voit un petit peu, ça fait un peu de battance avec la pluie qui était là. Et moi je vais biner tout ça, donc je vais quand même travailler un peu le sol. Et là pour l'instant, est-ce que c'est sorti un petit peu Non. des endroits? Non, malheureusement le soja il n'est pas sorti parce qu'il a été semé lundi et mardi dernier. Ah oui, donc effectivement. De cette semaine. Voilà, d'accord. Donc voilà, là, c'est du tardif. Tout le vert que tu vois, c'est moi qui ai travaillé comme un sagouin. Parce que la conduite du tracteur, je n'ai pas encore toute la maîtrise et un outil de 3 mètres, il faut bien reprendre la ligne pour bien travailler et je n'ai pas le compas dans l'œil. En plus de ça, j'ai semé du chanvre et du tournesol qui eux ils commencent déjà à sortir. Et voilà, moi j'ai terminé mes premières semis de ma vie. Bravo. Je suis un peu ému, je suis un peu fier de moi parce que je suis hors cadre familial, j'ai jamais eu de terre. Ouais, je suis content de moi. Même si c'est pas moi qui ai passé le tracteur pour semer, voilà, mais c'est mes premières semis. Je suis très fier de ce que je fais. Je suis pas là pour me la raconter, hein, mais oh putain, c'est en train de. Mais c'est bien. Oh, je suis ému. Oh, je suis ému, putain. Voilà. Mais t'as le droit, bravo. Ben oui. Et c'est pas les dernières. Jean-Paul m'a dit, dans une vie, tu fais 30 semis, donc tu as 30 chances de faire un truc que tu as envie de faire. Et là, voilà, j'ai planté un peu de soja, un peu de chanvre, un peu de tournesol, et on verra la suite. Et alors, puisque là, la boulangerie, elle n'est pas encore en place, pourquoi avoir choisi chanvre, soja, tournesol? Pour une question de rotation, parce que sur les précédents qu'il y avait, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Et je t'avoue que, économiquement parlant, sur la première année, je ne voulais pas faire trop de conneries. Et le soja, alors je ne sais pas les prix maintenant, mais l'année dernière, c'était vendu à 1 000 € la tonne, donc c'est plutôt une sécurité financière d'avoir fait ça. Je n'ai pas parlé du blé, mais il y a du blé sur quelques parcelles, mais c'est des repousses de l'année dernière que j'ai un peu nettoyées et que j'ai pas semé, mais que je vais pouvoir récolter. Et après commencer la transformation en farine et la transformation en pain. Donc cette année, on a compris tes cultures, pourquoi tu les as fait, mais donc en tant que paysan boulanger, j'imagine que tu vas surtout travailler du blé, ou est-ce que tu vas faire d'autres céréales? Et est-ce que tu as déjà choisi tes semences? Alors oui, je vais faire du blé, différentes variétés. Je n'ai pas encore choisi, ça il faut que je me rapproche de plein de personnes, plein de paysans boulangers qui sont déjà installés dans la région, parce que le Tarn est plutôt riche en paysans boulangers. Il faut que je fasse le choix de la semence. Et ce qui m'avantage là-dessus, c'est le côté professionnel de la boulangerie. Je sais avec quel type de farine je vais travailler. Je sais comment je veux qu'elle réagisse. Donc je vais faire une sélection de variétés, un peu de variétés anciennes pour essayer de multiplier des variétés qu'on trouve très peu. Un peu de blé conventionnel entre guillemets, mais du blé qui marche bien et qui permet de faire une farine panifiable et multiplier ces variétés. Et pour au final avoir différentes variétés dans le même sac, je sème. Et j'ai plus à faire de choix de variété parce que j'ai réussi à maîtriser mon mélange. Okay. C'est ça que je veux sur la ferme. Et après, je transforme farine, pain et c'est vendu. Du coup, est-ce que tu as une idée, quand la boulangerie sera lancée, du temps de travail que chacune des activités va te demander? Quelle production t'imagines? Tout à l'heure, tu me parlais du nombre de tonnes de blé que tu avais le droit d'utiliser maximal. Est-ce que tu sais combien de tonnes tu risques de produire? Combien de tonnes tu vas en utiliser du coup? Alors je t'avoue que le temps de travail, je suis tout nouveau dans le métier de paysan, le boulanger je connais. Je ne vais pas travailler au même rythme, je vais faire 2 productions par semaine, sur 42 semaines, avec un volume prédéfini.
Il a fallu faire un business plan, présenter, en vitesse de croisière, c'est 80 pains par semaine sur 42 semaines, chiffre d'affaires, ok, tu présentes ça au banquier. Je sais le gérer en termes de temps, mais après, c'est tout ce qu'il y aura à côté à faire, parce qu'il faut stocker son grain, il faut le nettoyer, il faut l'humidifier un peu avant de le passer au moulin, il faut le passer au moulin, il faut récolter la farine, la stocker et ensuite faire du pain. Je t'avoue que cette quantité de travail, je ne l'ai pas encore vraiment mesurée et ça va se mettre en place petit à petit. J'ai un peu des appréhensions, j'ai peur d'être à des moments sous l'eau, mais la force d'être en collectif, c'est ça, c'est que je ne serai pas tout seul. Sur mon activité, je suis tout seul, mais si j'ai besoin d'un coup de main, si les maraîchers n'ont pas grand-chose à faire, si les brasseurs n'ont pas grand-chose à faire, je vais avoir un coup de main pour m'aider sur le volume de travail. Donc je n'ai pas vraiment d'idée sur le temps. Sur le volume, j'ai décidé de faire plusieurs rotations, au moins 7 rotations, parce que je peux faire différentes parcelles. Et j'ai un volume minimum à produire pour faire de la farine, c'est 6 tonnes de blé. Mais si je fais par exemple 21 hectares de blé, je ne vais pas faire que 6 tonnes. Ou alors je suis vraiment très nul comme agriculteur si sur 21 hectares, je fais 6 tonnes de blé. Et Jean-Paul, il va me mettre un gros coup de pied au cul, il m'a dit, c'est pas comme ça que je t'ai appris. Donc sur les volumes, non, je vais toujours en garder 6 tonnes. Mais après, le reste de la production, ça va être vendu pas aux coopératives, avec Agrodoc dont je parlais tout à l'heure. Il me trouve des clients et je peux vendre, je ne sais pas, il y a une minoterie Batine qui est pas loin, donc je peux vendre à quelqu'un qui fera de la farine avec mon pain et un boulanger concurrent qui achètera cette farine, pourquoi pas, et à différents acheteurs locaux ou nationaux, voire même internationaux. Je sais que sur la ferme, ils vendaient du blé dur à l'Espagne. Pourquoi pas? Elle n'est pas si loin que ça, l'Espagne, hein. C'est le libre-échange, nanani, tout ça, on connaît. Mais je veux pas que ça parte à la bourse de Chicago, hein. Non, on n'est pas là pour ça. Et par rapport à la transfo, justement, effectivement, il faut un moulin. Comment tu vas faire? Il y en a un ici, tu vas en avoir un? Est-ce qu'il y en a un pas loin? Comment tu fais? Alors des moulins, il y en a pas loin. Il y a des gens qui en fabriquent dans la région. Il y a des paysans boulangers qui sont déjà équipés, mais moi j'ai envie de me faire mon petit atelier de transformation. Donc je vais m'équiper d'un moulin à strier. On commence un peu à savoir ce que c'est qu'un moulin à strier, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Si. Ah si, je vais vous... Ok, le moulin à strier, au lieu que ce soit un... Dans les moulins traditionnels, vous avez des roues dentelées qui viennent se croiser et qui écrasent le grain dans les dentelures. Le moulin à strier, c'est une meule dormante, une meule tournante qui est par-dessus. On règle l'écart entre les deux meules et on met un petit peu de blé au milieu. Ça tombe au milieu et avec la force centrifuge, le blé est écrasé sur la longueur et pas juste sur la force des dents. Donc le grain part du milieu, va vers l'extérieur et en allant vers l'extérieur, il se broie petit à petit et ça fait une farine qui n'est pas chauffée, qui ne perd pas toutes ses qualités nutritionnelles. Donc je vais m'équiper de ça, je m'équipe ensuite d'une petite brosse pour brosser le blé pour enlever la poussière. Parce que quand on stocke du blé, avant de le passer à la machine, il faut le dépoussiérer, l'humidifier un peu pour ne pas fatiguer les pierres, parce que ça tourne et ça s'use quand même, hein. Et après, j'ai ma petite farine grâce aux différents tamis. Farine T65, T80 semi-complète et puis jusqu'à de la T110. Eh ben écoute, on te souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle vie. Merci bien, merci beaucoup Nicolas d'être venu nous voir. C'est un plaisir. Donc maintenant, je suis avec Justin qui est un des patrons de la marque de Binous, Sabotage. C'est exactement ça. Même si le mot patron est pas le meilleur mot que je préfère utiliser pour ça, mais... Ouais, oui, parce que t'as pas trop d'employés en fait. Toi, t'es ton propre patron. Oui, j'aime beaucoup mieux le mot indépendant. Je Ok. fais pas ça pour être patron, je fais ça pour être indépendant. On a vraiment une envie que les gens qui travaillent avec nous, il y ait toujours un principe d'équité, que ce ne soient pas forcément des salariés sur lesquels on va tirer sur la corde, quoi. Du coup, vous êtes combien d'indépendants au sein de Sabotage? Au sein de Sabotage, aujourd'hui, on est 3. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Avant, vous étiez des gypsies. Oui, Et là, vous venez d'arriver. c'est ça. Tout ça, c'est du matos tout neuf? Oui, quasiment. Celui-ci, on s'en est servi pendant 1 an, parce qu'en étant gypsy, on a réussi à être demi-pensionnaire dans une brasserie, on s'est installé et après il y a eu ce projet-là qui s'est monté et on a l'entreprise qui tourne très fort en ce moment où on fait beaucoup de distribution et là du coup on a mis ces cuves-là qui aujourd'hui ne servent pas. Donc tout ce qu'on voit autour, c'est 5 dépôts qu'on avait avec des affaires là, à droite à gauche, un peu autour de Toulouse, on a tout rapatrié, donc il ne reste plus qu'à ranger. Maintenant. Ça, c'est clair qu'il va y avoir du boulot à faire. Du coup, Aurélien a dû partir, mais du coup, il y a un autre monsieur avec toi qui est Michael. Toi, tu faisais quoi d'ailleurs avant? Parce que du coup, Aurélien nous a dit qu'il était comptable, c'est ça? J'ai toujours été brasseur. T'as toujours été brasseur? Voilà, je suis né comme ça, dans une cuve comme Obélix. Non, j'ai fait des études dans la biologie, ça me plaisait beaucoup. La transformation alimentaire
me plaisait beaucoup. Et j'ai au fur et à mesure orienté mes études sur la transformation alimentaire, spécifiquement la fermentation. Je suis tombé dans la bière un peu comme ça. Et au sortir de mes études, j'avais des diplômes, après 2 masters, dans la fabrication, la transformation alimentaire, mais aller dans des grosses usines pour appuyer sur des boutons et remplir des fichiers Excel, ça ne me plaisait pas. Je voulais quelque chose de plus terre à terre, de plus terrien. Donc immédiatement après mes études, je suis parti en brasserie. J'ai travaillé dans différentes brasseries, j'ai monté un autre bar brasserie sur Toulouse, et aujourd'hui on a monté Sabotage il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Et du coup, ça marche plutôt bien, t'es content? Ça marche plutôt bien, on court, Ouais. mais c'est une bonne fatigue. Ok. Et ça marche bien. On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais jusqu'à présent, vous n'étiez pas bio. Là, vous allez passer bio, c'est ça? C'est ça, l'intérêt d'être gypsy, ça nous permettait de faire un peu ce qu'on veut. On peut voyager pas mal, mais si j'ai un conseil à donner à des gens qui veulent se monter en gypsy, c'est très bien. Mais c'est un modèle économique où forcément, ça coûte assez cher de louer toutes les cuves, donc on ne peut pas se payer toutes les vertus qu'on veut. J'aime à dire qu'une vertu, c'est très bien, on veut faire de l'écologique, c'est super, on veut faire du social, c'est très bien, mais il faut avoir une réalité derrière du monde dans lequel on évolue. Savoir en connaître les codes, les apprendre et savoir les détricoter pour les refaire à notre propre sauce. D'où l'intervention d'Aurélien pour le côté juridique. Pour ce qui est du mien, ça a été vraiment on veut faire du bio, très bien. En gypsy, c'est pas possible, ça coûtait beaucoup trop cher, les charges étaient trop lourdes. Donc on fait au maximum du local. On est en conventionnel aujourd'hui, mais on travaille avec la maltoroxytane, qui est à Lavore, c'est à 20 km. On travaille des houblons qui viennent d'Allemagne ou d'Alsace, on essaie de travailler vraiment au plus proche. Et maintenant qu'on va s'installer, on va s'affranchir, grâce à plein de copains qui ont pu nous faire des prêts, on va s'affranchir des prix de location. Et ainsi, cette perte de charge, on va pouvoir la mettre un petit peu dans le fait d'acheter des grains bio qui nous permettent de continuer de faire notre bière au même prix. Voilà. Trop bien. Donc on va continuer d'être accessible en termes de tarifs, parce que la bière, c'est un produit qui est très populaire, tout en respectant nos valeurs et en respectant le consommateur. Trop bien. Si c'était chaud, j'aimerais bien qu'on explique brièvement comment ça se fabrique de la bière en fait. Parce que là, tu as parlé des houblons qui venaient d'Allemagne, d'Alsace, mais les gens ne savent pas forcément que les houblons, généralement, ça vient de loin, ni à quoi ça sert le houblon. Est-ce que tu peux expliquer rapidement? Là, ce qui est dommage, c'est que toutes les machines ne sont pas installées, donc on ne peut pas voir le site de production. Fun. Plus fun? Je peux te proposer un truc un peu fun. J'ai de quoi monter sur pied en 1 minute une toute petite brasserie avec ces trucs-là. C'est vrai? Qui me permettra d'avoir des objets. Bah, génial! Ça dégage. Est-ce que tu as besoin d'aide? Je pose ma caméra. Non, franchement, ça prend 3 secondes et demie. Ok, 3 secondes et demie. Oui, bon, à 3 secondes et demie, je veux dire, voilà quoi. Pardon. Pour faire de la bière, on a recréé pour vous un Alsace de petites brasseries pour comprendre très simplement comment on fait. Là, on est en train de s'installer, donc malheureusement, je n'ai pas les matières premières. C'est pas grave, on va les imaginer, c'est très facile. Il vous faut du grain, du malt d'orge. C'est une céréale qu'on va broyer grossièrement pour faire une espèce de farine avec des très gros morceaux. Donc ce qu'on appelle, excuse-moi, le malt d'orge, c'est de l'orge broyée, c'est de la farine d'orge. Non. Pour faire de la bière, il faut de l'orge. Avant, il faut le malter. Malter, c'est une étape où on prend une graine, on commence à la faire germer. Et quand les feuilles commencent à pousser, les petites racines, les petites feuilles, on sèche avec de l'air chaud et on enlève les racines. Ça, c'est une étape qui permet de réveiller le grain pour qu'il y ait des acteurs biologiques qui sont à l'intérieur du grain qui vont nous permettre en fait, de brasser la bière, d'ailleurs d'en extraire le sucre. Voilà. On va y revenir sur les premières étapes. Ce malt d'orge, on le concasse pour donner une farine très grossière. On mélange avec de l'eau à une certaine température qu'on va mettre ici, dans une cuve d'empâtage. Bon, ici, c'est une cuve avec du matériel électronique, mais ça n'a rien à voir. On mélange. En gros, le ratio, ça va être 200 grammes pour 1 litre. Il faut imaginer vraiment une pâte à crêpes, vraiment grossière. Je reviens sur le maltage. Le fait d'avoir malté, par la magie de la biologie, va faire qu'au départ, on a une pâte à crêpes. Et si on met de l'eau à peu près 60-70 degrés, on attend 1 heure. Et notre pâte à crêpes, grâce à la biologie, à la biochimie, s'est transformée en un jus sucré. Donc on n'a plus de l'eau farineuse, on a de l'eau vachement sucrée, avec un goût maltais. Ce qu'on appelle du mou. Ce mou, du coup, on le met dans une cuve comme celle-ci, où, vous voyez, il y a un fond, ce qu'on appelle un fond filtrant. Il y a un tamis qui va permettre de retenir les gros grains, d'accord, pour ensuite retirer par le dessous le jus sans morceaux. Voilà, donc ça, on retire ce jus. Donc là, dans celui-là, il y a pas la seule étape qui est faite, finalement, c'est la filtration. La filtration, c'est ça. Ce jus, on le met dans une autre cocotte, celle-ci, on peut la chauffer. Donc la première qu'on a nettoyée, en fait, on a nettoyé avec le grain, parce qu'on a tout mis là. Là, on passe à l'étape d'ébullition. Donc le mou, on va
le faire bouillir. Et ensuite, on va mettre le houblon. Le houblon, c'est une plante, c'est un cousin du cannabis, il faut savoir, qui a des huiles, ça ressemble à une espèce de gros cône comme ça. Et on va le mettre à l'étape d'ébullition, ça va être un peu comme faire un thé. Pendant 1 heure d'ébullition, on va mettre à peu près la même chose que si on faisait un thé, c'est-à-dire 50 grammes pour 500 litres, à peu près. Voilà, c'est ton sachet de thé. Tu fais bouillir pendant 1 heure et tu te retrouves avec un mou houblonné qui va donner l'amertume à la bière, qui va donner des arômes à la bière. Et le fait que ce soit bouilli, ça va permettre de la stériliser. Ce mou, ensuite, on le met dans un fermenteur. Ici, c'est un tout petit modèle qui sert vaguement à fermenter. Sinon, les gros modèles, c'est ceux-là qui nous serviront à fermenter la bière, en mettant une levure dedans. La levure, c'est un organisme biologique qui va transformer les sucres de la bière en alcool. Il ne va pas y avoir que ça, il va y avoir aussi toute une magie biologique qui va donner de beaux arômes, des arômes fermentaires. Toute cette étape-là qu'on a vue, ça dure une journée. Tu as une journée dans ta cuisine, tu fais tes casseroles, tu chauffes, tu refroidis, tu transvases. Et ensuite, ça va, dans les fermenteurs, ça va durer la fermentation 1 semaine, puis il va y avoir 3 semaines à froid. Il va falloir refroidir les fermenteurs pour faire tomber. Ça veut dire que ça, tu peux le chauffer du coup? Ça, je peux le refroidir. Mais tu peux le chauffer avant? Non, c'est ici qu'on chauffe. Ah, tu chauffes avant? Et tu chauffes Alors avant. dans celui-là, tu chauffes. Là, tu fais l'ébullition. Tu fais chauffer et après tu le mets là-dedans. Et, à chaud. ça va refroidir. Alors, il y a une autre étape avant qui nous permet de refroidir. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ici, ce qu'on appelle le bloc chaud. Un bloc chaud, c'est tu chauffes vachement et ça dure à peu près une journée. Et là, c'est le bloc froid. Le bloc froid, ça dure 1 mois. C'est de la fermentation à température en moyenne à 20 degrés à peu près. Et c'est beaucoup plus sensible d'un point de vue hygiène. À partir de cette étape-là, il faut faire très attention aux contaminations. Et à la fin, la dernière étape, c'est de prendre tout ce qu'il y a là-dedans, de prendre des tuyaux, du CO2 et de tout transférer dans des petits fûts ou des canettes. Et après, on peut déguster. Parce que du coup, il n'y a pas de CO2 qui a été fait là-dedans. Si, j'ai oublié ça. Ça transforme le sucre en alcool et en CO2. Dans les fermenteurs, on va ajouter le mou avec une levure qui est un organisme biologique qui va faire donc, la fermentation alcoolique, qui va transformer le sucre en alcool et en CO2, en gaz. On va garder le gaz à l'intérieur pour pressuriser la bière, qui va donner les bulles à la bière. Et ensuite, par un système de vase communicant, on les transfère gentiment dans des fûts, puis ça part à la tireuse à la dégustation. Eh ben, cette explication, si elle vous a pas donné envie de boire de la sabotage, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Merci Justin. Avec plaisir. Est-ce que Justin, t'as envie qu'on dise 2-3 autres mots sur ta bière? Est-ce que t'as des trucs qui sont importants pour toi de raconter? Ou sur le lieu, sur le collectif, sur... On peut parler un petit peu de retraitement des déchets. Ouais. En fait, là, il y aura le bloc chaud, le truc miniature que je t'ai montré, il y en aura un gros là. Et du coup, il y a des eaux usées. Quand tu produis de la bière, on est sur à peu près 4 à 16 litres d'eau utilisée par litre de bière. Donc évidemment, le but du jeu, c'est de tendre le plus possible vers le moins d'eau utilisée. On va quand même avoir des eaux usées, donc ici, on va avoir une rigole qui va aller dehors, et ici, là, on a un grand champ. Donc l'objectif, ça va être d'implanter ce qu'on appelle une station de planter roseaux. C'est en gros 3 bacs successifs. De phytoépuration. C'est de la phytoépuration. Mais les bacs et roseaux, c'est de la phyto sur 3 bacs successifs où tu mets des cosmes différents et qui se répondent. D'abord, tu vas mettre des algues, en dessous, tu peux mettre de la pisciculture, tu peux mettre des moules. Un truc qui filtre vachement bien, c'est les moules. Et derrière, en plus, tu as des plantes précieuses comme les plantes à huîtres qui poussent très bien là-dessus. Et derrière, ça te donne quelque chose de super à travailler en cuisine. Donc ça, c'est un des exemples de on a un déchet, on le valorise pour produire des richesses à partir de ce déchet. Les drèches, quelque chose qui est très intéressant. Alors la drèche, c'est le grain. Une fois qu'on l'a utilisé, qu'on a fait notre pâte à crêpes, on l'a filtré. Donc on se retrouve avec des cosses, en fait, avec les enveloppes des grains. Ça, c'est très riche en cire, en protéines et en minéraux. Il y a peu de choses qui peuvent bouffer ça. S'il y a bien un truc qui est capable de tout bouffer, c'est les champignons. On connaît déjà des box qui sont commercialisés avec du marc de café, de la paille, où vous mettez dans un endroit obscur et ça donne des pleurotes, des shiitake. C'est tout à fait possible de faire ça avec de la drèche. On essaie vraiment de profiter de la chance qu'on a de pouvoir s'installer dans un lieu comme ça pour, au jour le jour, arriver à produire d'autres richesses à partir de déchets pour gâcher le moins de matière possible pour pouvoir distribuer le plus de choses possible. Trop bien. Merci beaucoup, Justin. Tiens, Nico, la bière. Ah, merci. Ça, c'était une bonne vidéo, les amis, quand même. Hein. Pas mal, Hein, y a pire, hein. Santé à tous. Hein. Ouais, santé. Et longue vie à Guy de la Roque. Ouais,